Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de Formule 1. On va parler d'une actu qui est tombée hier, qui est tombée plutôt ce matin à 4h30 du matin, heure française, avec la F1 à Las Vegas. C'est bon, la F1 est de retour à Las Vegas. On parlera de tout ça dans cette vidéo. On verra donc l'histoire de la F1 aux États-Unis, la F1 aujourd'hui aux États-Unis. Et puis on ouvrira le débat sur le nombre de courses, sur les circuits historiques, sur Liberty Media. Enfin voilà, on va se poser la question, est-ce que la F1 Las Vegas, c'est une bonne idée? Et je vais essayer de vous détailler ma réponse dans toute cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, avec des arguments. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, que ça soit du côté de la Formule 1, du côté de la MotoGP, du côté du cyclisme, du côté de toutes les vidéos et de toutes les disciplines dont je traite. Alors, est-ce que la F1 aux États-Unis, est-ce que 3 courses dans un même pays, c'est déjà arrivé? Parce que j'ai vu que ça a choqué beaucoup de personnes. Oui, 3e course aux États-Unis, c'est du n'importe quoi, c'est jamais arrivé de l'histoire. Eh bien non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en 82. En 82, on avait eu une course du côté de Long Beach. On avait eu également une course du côté de... c'était... que je retrouve. C'était du côté de Détroit. Et on avait eu également une course du côté de Las Vegas. On avait eu 3 courses aux États-Unis. Alors je ne sais plus précisément le nom, je sais qu'il y avait le Grand Prix des États-Unis d'Est, d'Ouest, c'était peut-être Grand Prix des États-Unis tout court, mais je ne crois pas je ne sais plus comment s'appelait le Grand Prix de Détroit. Mais on a déjà eu 3 Grands Prix la même année dans un seul et même pays, c'est déjà arrivé. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de la F1 aux États-Unis parce que c'est une histoire assez tumultueuse avec la Formule 1. La Formule 1, ça date pas d'hier que la Formule 1 va investir aux États-Unis. Ça a quasiment toujours été un objectif. C'est un objectif sous Bernie Ecclestone. Et c'était déjà un objectif même avant Bernie Ecclestone d'essayer d'attirer la F1 aux États-Unis. Et ça a toujours été un petit peu compliqué. Ça n'a jamais vraiment réussi la F1 aux États-Unis. On avait commencé déjà avec les 500 miles d'Indianapolis, car certaines années, les 500 miles d'Indianapolis, pendant 19 ans même, ont été la manche américaine de la Formule 1, mais les 3/4 du temps, les pilotes européens ne venaient pas, c'était une bagarre entre pilotes américains, avec également des voitures américaines, même si Lotus avait tenté quelques années, avec notamment Graham Hill, notamment Jim Clark, c'était quand même une domination des Américains pour une raison extrêmement simple, les coûts de déplacement à l'époque étaient très élevés. Et puis on a tenté ensuite d'aller à Sebring une année, d'aller à Riverside également. Et puis on avait pendant la période, je dirais Indianapolis, et puis après Indianapolis, on a été très souvent à Watkins pendant 20 courses, 20 fois. On a été sur le circuit de Watkins, pardon, je dis toujours Watkins, c'est Watkins Glen, je vais réussir à le prononcer bien correctement en français. On y a été pendant 20 ans, c'est notamment là qu'est mort François Sévère en 73, mais il y a eu, je crois que François Sévère même avait remporté un Grand Prix du côté de Watkins Glen. C'est une piste qui est toujours utilisée aujourd'hui par la NASCAR. À une époque, c'était utilisé par l'IndyCar. Piste qui était très rapide, qui était avec un niveau de sécurité pas énorme. Et puis à la fin de Watkins Glen, on avait une petite période sans F1 aux États-Unis, puis ensuite c'est revenu, notamment avec Dallas, Détroit et Las Vegas, on avait tenté d'aller en Formule 1 dans les années 80 sur des circuits en ville. Long Beach également avait accueilli la F1 après Watkins Glen, mais ça n'avait jamais vraiment pris avec des pilotes qui se plaignaient souvent des circuits, de l'état des circuits. On avait retenté
à la fin des années 80 du côté de Phoenix, mais il n'y a eu que 3 éditions. Alors, ça avait été le début de la saison du championnat du monde de Formule 1 certaines années. C'est là où on avait connu Jean Alesi qui avait dépassé Ayrton Senna avec la Tyrrell de 90. Là aussi, un circuit qui n'avait jamais vraiment plu, jamais vraiment trouvé son public. Dans les années 90, on pensait qu'on avait abandonné l'idée de venir aux États-Unis en Formule 1. Et puis, on est revenu à Indianapolis. Je vous avais dit qu'il y avait eu 19 éditions. Alors, il y a eu une dizaine d'éditions dans les années 60. Et puis, on est revenu à Indianapolis. Mais pas sur la même piste. C'était pas l'ovale. C'était la fameuse piste intérieure qui n'était pas vraiment hyper intéressante. Cette piste intérieure, ça manquait un petit peu d'originalité au niveau des virages. Et surtout, on avait eu la fameuse... les 2 accidents de Ralf Schumacher et la fameuse affaire Michelin qui avait condamné à ce moment-là la F1 aux États-Unis, la F1 qui n'était plus allée aux États-Unis pendant 7 ans, 2007. Pendant 6-7 ans. On est revenu ensuite à Austin et on fait la F1 Austin depuis 2012. Mais là, on doit avoir un nouveau circuit du côté de Miami. Ça sera cette année, ça sera les débuts du circuit de Miami. Et puis donc l'année prochaine, une 3e piste, si les 2 premières se maintiennent, parce que ça n'a pas encore été totalement confirmé du côté de la FIA. Vous voyez quand même avec ce récapitulatif que la F1 aux États-Unis, ça a toujours été un petit peu compliqué. On a souvent mis beaucoup d'argent. On a tenté au maximum de faire venir la F1 aux États-Unis, mais ça a rarement été productif, notamment Austin, qui est un circuit qui a coûté énormément cher, mais qui n'est pas très bien entretenu, et puis c'est surtout qu'il y a rarement eu une grosse ambiance du côté d'Austin. Indianapolis, il y avait une grosse ambiance, mais c'était surtout dû aux fans de Juan Pablo Montoya, notamment. Du côté de César Palace, c'était sur le parking de l'hôtel, il faut quand même se rappeler. Dallas, Détroit, c'était à peu près les mêmes circuits avec les mêmes problèmes, notamment de sécurité et au niveau du goudron. Où il y avait des gros soucis. Pareil à Phoenix, où le circuit en plus était assez détesté parce que pas très intéressant, il y avait beaucoup de virages en haut de droit. Je dirais que l'un des rares circuits, c'était peut-être Watkins Glen. Même Long Beach avait été assez décrié à l'époque. Et puis il y a eu des accidents. Je crois que c'est Regazzoni, je ne sais plus, qui avait eu un accident à Long Beach. Je ne sais plus, je me trompe peut-être du côté de Long Beach. Mais il y a toujours eu des problèmes. Ça a toujours été l'envie de la F1. Même avant Bernie Ecclestone. Donc on voit que ce n'est pas une nouvelle idée de la part de Liberty Media d'aller aux États-Unis. Pourquoi on décide de faire 3 courses aux États-Unis l'année prochaine? C'est que la F1 considère qu'aujourd'hui, les États-Unis sont un marché porteur pour la Formule 1. Grâce notamment à Drive to Survive, qui marche extrêmement fort aux États-Unis et qui permet... Notamment, on a rempli Austin la dernière fois, ce qui était une première du côté de la Formule 1, et c'est un circuit qui pourtant avait toujours du mal un peu à remplir ses gradins. Donc on sent, et puis Liberty Media pousse également derrière. Je rappelle Liberty Media qui gère la FOM, donc la Formula One Management, qui a racheté ce qui appartenait à Bernie Ecclestone. Ce sont des Américains. Chase Carey est un Américain et veut faire du spectacle et veut que la F1 aille aux États-Unis à domicile pour Chase Carey. Et du côté de la F1 aux États-Unis, aujourd'hui, avec Drive to Survive et les audiences de Drive to Survive sur Netflix aux États-Unis, la F1 pense que les Américains s'intéressent enfin à ce sport. Moi, je serais un peu plus dubitatif là-dessus. Certes, les Américains regardent Drive to Survive, les scores sont énormes. Mais j'ai un doute que les supporters américains regardent la Formule 1. Il y a une différence entre regarder Drive to Survive, qui est autant regardé pour la Formule 1 que pour le côté télé-réalité sportive un petit peu, et de regarder un Grand Prix pendant 1h30 et tout le week-end. C'est pas du tout la même chose. Et là, je pense que la F1 se trompe, la FOM se trompe, en pensant que les gens qui regardent Drive to Survive sont forcément des fans de Formule 1. Non, je pense qu'il y a des gens qui regardent Drive to Survive pour le divertissement que ça propose. C'est du divertissement sportif, de la télé-réalité sportive, je dirais, Drive to Survive, et ils le regardent pour ça. Mais ils ne regarderaient pas un Grand Prix pendant 1h30 ou 2 heures. C'est pas la même chose.
Il y a aussi un problème pour la F1 aux États-Unis aujourd'hui. Il n'y a pas de pilote américain en Formule 1. Vous n'avez pas d'équipe. Alors il y a Haas, mais je rappelle que l'année dernière, Haas était quasiment russe. Donc certes, techniquement, c'est une équipe américaine, Haas. Mais bon, autant au début, on pouvait dire que c'était une équipe vraiment USA. L'année dernière, c'était pas vraiment le cas. Hein. C'était quasiment une équipe russe. Et puis, surtout, est-ce que la F1, est-ce que les Américains s'intéressent aux courses de monoplace européennes? Pas vraiment, parce que Logan Sargent a eu énormément de mal dans sa carrière pour arriver jusqu'en Formule 2. Il faut le dire, hein, ça a été un vrai combat. Quand il y avait Scott Speed, on ne peut pas dire que Scott Speed avait une renommée aux États-Unis énorme à l'époque où il faisait de la Formule 1. Bon, il y a eu quelques pilotes américains en Formule 1, notamment Andretti, qui a été champion du monde en 78, mais il n'y a jamais eu une ferveur énorme de la part des Américains autour de la Formule 1. Ce Grand Prix de Las Vegas sera donc une 23e course pour la Formule 1 l'année prochaine, ce qui commence à poser un véritable problème. Le nombre de courses, c'est un véritable problème aujourd'hui. Et ça va être un problème pour différentes raisons. Il y a une première raison pour moi, c'est que la F1, les Grands Prix ne sont plus aujourd'hui un moment important, ne sont plus des événements. On enchaîne les Grands Prix les uns après les autres, bon, mais un Grand Prix en lui-même n'est plus un événement. Il y a 15 ans, le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Belgique, c'était des événements. TF1 faisait des bandes annonces pendant 15 jours pour annoncer le Grand Prix. Maintenant, on annonce le Grand Prix le mercredi pour le dimanche sur Canal. Ce ne sont plus des événements, les Grands Prix. La Formule 1 est un événement, mais sur l'année, chaque Grand Prix en soi n'est plus un événement. Et je pense qu'au bout d'un moment, les promoteurs vont s'en apercevoir. Et avant, ça mettait vraiment en lumière un pays. Notamment quand la F1 est allée en Malaisie, ça a vraiment mis en lumière la Malaisie. Aujourd'hui, ça ne met plus en lumière les pays. L'Arabie Saoudite, là, on en a parlé, mais pour un contexte géopolitique. Mais les nouvelles zones où on va en Formule 1, là, le Grand Prix de Miami, tout le monde s'en branle, en fait, de Miami. Le Grand Prix du Mexique, déjà, ça n'a pas donné une visibilité énorme du côté du Mexique. Alors qu'avant, quand tu accueillais la Formule 1, c'était vraiment important parce que c'était comme la Coupe du Monde de football, ça permettait de mettre en visibilité ton pays. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Accueillir la Formule 1, tu accueilles juste un événement qui est la Formule 1, mais ça ne met pas en lumière plus que ça ton pays. Il y a également un problème avec le nombre de courses, ça va être pour les pilotes et les mécaniciens. Pour les pilotes d'abord, parce que moi je m'aperçois, ça fait quand même depuis 3-4 ans, sauf 2020 on va dire, parce que 2020 c'était quand même une année particulière, où je vois les pilotes fatigués avant la pause du mois d'août. C'est-à-dire qu'en juillet, on a des pilotes fatigués, je l'avais notamment vu en 2019, mais également en 2021, on a des pilotes qui arrivent avant la Hongrie, ou en Hongrie, on a vraiment l'envie d'être en vacances, quoi. C'est un phénomène qui est récent, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas avant. Des pilotes qui étaient fatigués pendant la saison de Formule 1, c'est un truc qu'on ne voyait pas. Maintenant, les pilotes sont très fatigués. Il y a une fatigue physique, parce que les Grands Prix, au niveau du coup, faut tenir quand même pendant 1h30, c'est compliqué, mais une fatigue surtout nerveuse, mentale, due au fait que les mecs sont tout le temps dans les avions, que ça soit pour faire des allers-retours, pour faire également de la communication, parce que c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui. Ils ne s'arrêtent quasiment jamais maintenant aujourd'hui, les pilotes de F1. C'est-à-dire que même le mois d'août, aujourd'hui, on fait quand même de la préparation physique. Il n'y a plus vraiment de coupure dans une saison de Formule 1. C'est un problème. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y a des pilotes qui vont faire des burn-out. Même s'ils adorent leur sport, même si c'est une énorme passion, au bout d'un moment, il y a des pilotes qui vont fatiguer. Imaginons maintenant dans les équipes, les mécaniciens. C'était Max Verstappen, il raconte toujours cette anecdote, il disait « J'ai jamais eu autant de mes mécanos qui ont divorcé ». Pour vous dire que là, ça va augmenter. Il va falloir les payer, les mécanos. Il va peut-être falloir aussi avoir 2 équipes de mécanos pour éviter ce type de problème. Parce que plus les mécanos vont être un peu fatigués,
plus il risque de faire des erreurs. Ça va être compliqué également pour les équipes pour faire des évolutions. Parce que si les 3/4 des Grands Prix se déroulent maintenant en dehors de l'Europe, ça va commencer à être coûteux d'amener des évolutions. Pour les ingénieurs aussi, hein, c'est de la fatigue. Parce que les ingénieurs, ils ont une vraie pression sur les épaules. Donc dire que c'est également un problème de ce côté-là. Et pour les équipes de journalistes, parce que suivre 23 courses, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Parce que les équipes, un Julien Febvreau, il passe beaucoup de temps dans les avions. C'est pareil pour Jacques Villeneuve, pour autres. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va craquer. La F1, c'est pas la NASCAR. Hein. La NASCAR, c'est déjà compliqué de suivre les 36 courses de NASCAR. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui fatiguent, il y a des pilotes qui fatiguent. Là, ça va être un peu pareil. Ça va être un vrai souci. Je pense que ça va être aussi un souci au niveau économique. On veut réduire les coûts de la Formule 1. On veut que la Formule 1 coûte moins cher. D'accord, on rajoute des courses. Ce qui veut dire des frais, parce qu'en rajoutant plus des courses sur des circuits en ville, plus de chances de casser des voitures. Mick Schumacher, 1 million d'euros de réparation, à peu près. Hein. Entre 800 000 et 1 million d'euros. Avec des budgets capés, ça va être compliqué. On veut en plus mettre des courses sprint. Je pense que Las Vegas, il y aura peut-être l'idée de faire une course sprint derrière. Ça va être très compliqué. En termes de logistique, ça va coûter extrêmement cher. Passer les pièces d'un continent à l'autre, surtout qu'on ne sait pas si les 3 courses aux États-Unis se suivront. Ça peut être un vrai problème. La logistique, pour les pièces, rien que pour fabriquer les pièces, il va falloir fabriquer beaucoup de stocks. Il va falloir un quota de moteur en plus, sauf qu'un quota de moteur en plus, ça veut dire plus d'argent, ça veut dire plus de budget. Donc on arrive à un vrai problème au niveau budget. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une incohérence entre d'un côté, on veut réduire le budget de la Formule 1, et de l'autre, on augmente le nombre de Grands Prix. Ça peut pas aller. Il y a un moment, ça va péter. Est-ce que ça va péter au niveau économique, et ce qui fait que les équipes vont dire stop ? Est-ce que ça va péter parce que les mécaniciens vont faire grève à un moment parce qu'ils en ont marre d'être trimballés à droite à gauche ? Est-ce que c'est les pilotes qui vont dire stop ? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est sur une situation qui est un peu électrique, surtout depuis l'Arabie Saoudite. Je pense que Liberty Media n'en a pas conscience, mais il y a un moment, ça va péter. À quel moment ? Je ne sais pas. Mais si Liberty Media ne modifie pas un petit peu sa manière de faire, je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui vont gueuler. Et ça risque de ne pas plaire. J'espère qu'on ne va pas remplacer également les circuits historiques. On a entendu dans la presse que Spa est en danger, le Grand Prix de France est en danger, mais également d'autres courses. On pense à Monza également, qui a parfois été en danger. Silverstone également était en danger à l'époque de Bernie, ça a l'air d'être un peu moins le cas aujourd'hui. Là aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas un statut particulier pour certains Grands Prix ? Silverstone, Spa, Monza, c'est l'histoire de la Formule 1. C'est des circuits qui ont tout le temps accueilli la Formule 1. S'en débarrasser, s'en passer, pour moi, ça serait un problème. Ça serait un véritable problème parce que la Formule 1 a besoin de ces pistes-là. Une saison sans Spa, j'en ai connu 2, moi, des saisons sans Spa. C'est pas vraiment une vraie saison de Formule 1. Et pourtant, j'étais jeune à l'époque. Hein. C'était les premières années que je regardais la Formule 1. J'ai connu ces 2 années sans Spa. C'était un vrai problème. Une saison sans Monza, c'est pas une saison de Formule 1. Une saison sans Silverstone, c'est pas une saison de Formule 1. Alors sur le Grand Prix de France, c'est aussi un problème parce que la France est un pays de sport mécanique. On a beau le dire, la France est un pays de sport mécanique. Le problème, c'est que la F1 a déjà déserté la France pendant 6 ou 7 ans. Que le Paul Ricard, on ne peut pas dire que c'est un circuit qui fasse unanimité. Moi-même, je le dis souvent, c'est l'une des pires courses de l'année. Donc, est-ce que je serai attristé ? Je serai attristé pour la France, mais pas pour le Paul Ricard. Parce que pour moi, c'est un circuit qui n'aurait jamais dû accueillir la Formule 1. C'est un circuit qui ne devrait pas accueillir de compétition, je trouve, de sport mécanique. C'est un circuit d'essai et ça devrait rester un circuit d'essai. Mais ça va être important de voir est-ce qu'il ne faudrait pas donner un statut particulier sur certaines pistes qui sont en plus
adorées par les pilotes, parce que Silverstone, Spa, Monza, ce sont des pistes qui sont adorées par les pilotes. Je suis pas sûr que Las Vegas fasse l'unanimité au niveau des pilotes. On reviendra un peu plus tard là-dessus dans la vidéo. Alors on va regarder cette course à Las Vegas. Course à Las Vegas qui sera en prime time aux États-Unis, donc assez tôt le matin en France. La course qui aura lieu un samedi. Alors on ne sait pas encore comment sera le calendrier. Est-ce que ça sera jeudi, vendredi, samedi ou simplement un week-end sur 2 jours? Ça c'est une grande question. Le circuit est assez inintéressant, il faut le dire. On va traverser les différents casinos de Las Vegas. Grosso modo, le circuit, c'est un rectangle. On a mis 2-3 chicanes dans le rectangle. Et puis voilà. Alors, il y a des rectangles qui sont passionnants, comme à Indianapolis. Mais là, ça m'a pas l'air d'être foufou. Surtout, il faudra faire attention avec l'état du goudron. Parce qu'aux États-Unis, ça a toujours été un problème sur les circuits en ville. On a souvent un goudron de mauvaise qualité aux États-Unis. Et surtout, énormément de bosses. Et ça, avec les voitures à effet de sol, c'est pas possible, les circuits avec des bosses. Donc, je sais pas si aux États-Unis ils ont un problème avec le goudron, mais c'est vrai que quand tu vois l'état du circuit d'Austin, Miami, je sais pas, mais quand tu sais l'état du goudron dans les rues américaines, sur notamment les courses IndyCar, tu te dis qu'il y a peut-être un problème. Moi, je pense que c'est un circuit qui est inintéressant, qui ne sera pas vraiment passionnant, à mon avis. Après, bon, faut voir sur place, mais ça, c'est mon premier avis. Alors, la course qui se déroule de nuit, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pilotes. Parce que j'ai vu beaucoup de gens s'interloquer. Ah bah oui, ça va nous faire un Grand Prix hyper tôt. Je rappelle que Las Vegas est dans le désert du Nevada. C'est une ville qui a vraiment été conçue dans le désert. C'est-à-dire que en pleine journée, c'est invivable. Il fait plus de 40 degrés. C'est vraiment invivable. Surtout si la course a lieu au mois de juin. Je peux vous dire que ça va être compliqué. Donc, heureusement que la course a lieu de nuit. Heureusement. Parce que Las Vegas, c'est vraiment intenable. Donc voilà, ça va être intéressant de ce côté-là, d'avoir le Grand Prix de nuit, c'est obligatoire. Bon, il y aura certainement du showbiz à Las Vegas. On a tous dans l'idée Céline Dion, Britney Spears, ça fait également des concerts là-haut. Enfin voilà, il y a toujours des concerts importants à Las Vegas. Ça c'est clair et net. Il y aura peut-être Stallone, comme dans la série Las Vegas, pour ceux qui s'en souviennent, avec Josh Duhamel, la série Las Vegas. Série qui n'a pas de fin, il faut le savoir. Cette série se finit sur un cliffhanger, ce qui est très frustrant. Et oui, je connais très bien la série Las Vegas pour savoir qu'il y a un cliffhanger à la fin. C'est mes plaisirs coupables. On peut se poser également une autre question du côté de la Formule 1. Est-ce qu'on n'a pas trop de courses dans une même zone géographique? Parce que 3 courses aux États-Unis, on peut penser également à Montréal, ça fait carte. Bon, si on va un peu plus loin, 5 avec le Mexique, même si pour moi le Mexique c'est vraiment une autre culture, mais avec Montréal, c'est 4 Grands Prix qui vont se dérouler dans un secteur très proche. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup? C'est ce que je reproche notamment à la MotoGP, d'avoir 4 courses en Espagne et une au Portugal. C'est un peu beaucoup quand même. Et ce qui fait que ça va pas être si facile que ça de remplir les tribunes. Moi je pense. Il y aura forcément un parent pauvre dans les 3 Grands Prix. Il y aura forcément un Grand Prix qui sera plus en difficulté. Ça va pas être facile également d'intéresser les sponsors. Ça va pas être facile également pour la Formule 1 d'intéresser le grand public américain au bout d'un moment. Et puis, il va falloir faire également face à la concurrence des autres disciplines. La NASCAR, qui est en train de se réinventer et de manière très intelligente. L'IndyCar également, qui est quand même populaire aux États-Unis, même si la scission de Champs-Car, IndyCar a fait quand même beaucoup de mal au niveau de la monoplace américaine. On peut penser également à l'endurance, qui a toujours eu une bonne réputation aux États-Unis. Il va falloir trouver de la place dans tous ces calendriers-là, dans tous ces programmes-là. Ça ne va vraiment pas être facile du côté de la Formule 1. Et moi, je trouve qu'il y a un peu trop de courses dans la même section géographique. Enfin, surtout dans la même section, dans le même pays et avec la même culture. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Alors, on va me dire, oui, mais en Europe, il y a combien de Grands Prix en Europe pour une distance qui est beaucoup plus réduite? Oui, mais avec des pays qui sont différents. Là, on a quand même 3 courses dans le même pays. Moi, je trouve que c'est un problème. Et puis, on s'aperçoit quand même avec ce Grand Prix
que Liberty Media a quand même beaucoup de similitudes avec Bernie Ecclestone. L'argent à tout prix. On ne s'intéresse pas à ce que pensent les pilotes, notamment en Arabie Saoudite. Ça ne gêne pas d'aller dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas toujours vraiment respectés. Ça ne gêne pas de faire des courses et d'oublier les courses historiques. En fait, ce qu'est en train de faire Liberty Media, c'est ce qu'a fait Bernie Ecclestone pendant une grande partie de sa carrière. Aller dans des pays à la con, excusez-moi d'utiliser l'expression, Bernie Ecclestone l'a fait à Bahreïn, c'est le premier à avoir été à Bahreïn, avoir été en Inde, Corée du Sud, où le circuit n'était pas fini en Corée du Sud, c'est pas un pays à la con, mais le circuit n'était pas fini. D'oublier les circuits historiques, c'est ce qu'a fait Bernie Ecclestone pendant très longtemps en Formule 1, Fuji, Donington qui a failli remplacer Silverstone, parce qu'il n'aimait pas Silverstone, parce qu'il n'y avait pas une assez grande route d'accès pour arriver à Silverstone. Il avait fait pareil avec Manicourt. Je rappelle que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autoroute pour aller à Manicourt que la F1 a disparu de Manicourt. C'est pas parce que le circuit était inintéressant ou que la France ne payait pas. Non. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Maintenant, il y a une 2 fois 2 voies. Il ne peut plus donner cet argument-là. Mais je rappelle que Bernie Ecclestone avait failli supprimer Monaco de la Formule 1. Et Bernie ne s'intéressait qu'à l'argent. Mais Liberty Media aussi. Las Vegas, est-ce que ça sera une course passionnante? Je pense pas. Est-ce qu'il y aura beaucoup de spectateurs? Peut-être même pas. Parce que quand tu vas à Las Vegas, tu vas pas à Las Vegas pour aller regarder un Grand Prix de Formule 1. Tu vas à Las Vegas pour aller au casino. Donc, même à 20h, les casinos sont remplis à 20h. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Je suis pas sûr. Ça va quand même créer également un sacré bordel dans Las Vegas, parce que vu que c'est la rue des casinos qu'ils ont utilisée, la rue du Bellagio, je pense que ça va foutre un sacré merdier pour les gens. Je suis pas sûr que ça donne une bonne presse également à la F1 aux États-Unis. Et puis, l'argent à tout prix. C'est-à-dire que là, on voit bien que l'idée de Liberty Media, c'est de faire du fric. C'est pas d'intéresser les fans, c'est pas d'intéresser les supporters. On voit ce qu'ils ont fait avec Drive to Survive aussi, où on a fait un truc qui ne respecte absolument pas la réalité, mais on s'en fout, ça fait du fric. Donc, est-ce qu'on va critiquer Drive to Survive? Pas vraiment. Alors, les pilotes ont critiqué, mais j'ai l'impression que Liberty Media s'en fout complètement. Donc, Liberty Media, pour moi, c'est Bernie Ecclestone. On pensait au tout départ que ça changerait, mais au final, non. C'est les mêmes objectifs, la même idée autour de la Formule 1, et je pense que dans 3, 4 ans, on reviendra peut-être au même point qu'on était à la fin avec Bernie Ecclestone, c'est-à-dire une perte du nombre de fans, un championnat qui n'arrive pas à se renouveler, un championnat qui n'attire pas les nouveaux constructeurs. Parce que là, ce qu'est en train de faire Liberty Media, c'est ce qu'a fait Bernie Ecclestone dans les années 2000. On ne peut pas dire que ça a aidé à apporter énormément de constructeurs. Et ça a fait beaucoup de mal au prestige de la Formule 1. Donc je suis assez inquiet par ce qu'est en train de faire Liberty Media. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si cette vidéo est un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, je pense, sur cette information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se retrouve donc pour le prochain Grand Prix, ça sera du côté de l'Australie, avec un circuit qui a été légèrement modifié. On verra si ça permettra d'apporter plus de dépassement. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.